De 13h, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes et plateformes digitales de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'État fait parler sa générosité. Plus de 542 000 ménages ont reçu un appui financier de 80 000 francs CFA. Une opération exceptionnelle lancée tout à l'heure par le chef de l'État. Peut-être le bout du tunnel pour les populations de Mako dans la région de Kédougou. Le démarrage des travaux d'électrification de leur localité est imminent. Le PUDC a dépêché sur le terrain le matériel de construction. L'actualité internationale de la page Espoir et puis notre invité, le député Aline Souaré. Il est auteur d'une proposition de loi modifiant le Code général des collectivités territoriales. Vont compléter cette édition d'information. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. En compagnie de Medoun Fall, Jérôme Habib Diouf et Aïda Diop Dembo Thioro à la technique, le chef de l'État a présidé ce matin la cérémonie de lancement des opérations cash transfert d'un montant de 43 milliards destinés à plus de 542 000 ménages. C'est des bénéficiaires tout heureux qui se sont déplacés en masse pour assister à la cérémonie. Compte rendu, Dominique Caman. C'est dans une salle comble et une assistance reconnaissante au président de la République que s'est déroulée la cérémonie de lancement des opérations cash monétaire exceptionnelles pour les ménages du registre national unique. Près de 543 000 ménages vont recevoir chacun 80 000 francs CFA. Objectif, l'amélioration de leurs conditions de vie, l'achat de denrées alimentaires et la relance de leurs activités économiques, entre autres. L'opération va durer 2 mois. Elle se fera via Orange Money et Wizall qui sont les opérateurs sélectionnés suite à un appel d'offres. La Banque mondiale qui soutient le Sénégal dans cette initiative compte à travers un nouveau projet de 100 millions de dollars participer encore plus au renforcement du système de protection sociale au Sénégal. Dans la même dynamique, la CAPSU, Caisse autonome de protection sociale universelle, qui sera un guichet de financement de l'ensemble des projets de protection sociale, sera bientôt mise en place. La troupe théâtrale Kocc Barma n'a pas été de trop pour mieux faire comprendre l'importance de cette opération cash transfert exceptionnelle. Pour un montant global de 43 milliards 436 millions 480 000 francs. Et cela va être distribué sous forme d'un transfert monétaire exceptionnel à l'ensemble des ménages. Et chaque ménage recevra en une tranche la somme de 80 000 francs. Le président de la République a procédé à la première opération de transfert monétaire exceptionnel. Ce cash transfert vient s'ajouter à d'autres réalisations dans le social comme la couverture maladie universelle d'un coût de 188 milliards de francs CFA et le programme de bourse de sécurité familiale avec un montant de 195 milliards de francs CFA qui a déjà atteint 316 000 ménages. Des programmes qui n'ont pas encore fini de faire des erreurs. Un compte rendu signé Dominique Caman et le chef de l'État qui a réitéré son ambitieux programme de protection sociale des couches vulnérables. Il a également rappelé les efforts déjà consentis par l'État. Nous écoutons le chef de l'État. Face au choc de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, qui a nécessité une prise en charge immédiate des besoins élémentaires de la population, j'ai mis en place, dès le début de la Covid, vous vous rappelez, le fonds Force Covid-19 qui a été doté de 1 000 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience des ménages impactés. Et le volet aide alimentaire d'urgence avait permis de mobiliser 69 milliards de francs CFA pour l'achat de 146 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité qui ont été distribués à 1 100 000 ménages vulnérables. Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l'extrême pauvreté et la vulnérabilité, mais cette politique intègre l'autonomisation des personnes. C'est pourquoi je salue notre invitée, Madame Diallo de Rufisque, qui a parlé au nom des personnes bénéficiaires. Cette autonomisation est très importante
et elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations et donc à l'élimination de la pauvreté, mais permet également de s'émanciper. Voilà pourquoi nous avons mis en place des programmes innovants, dont celui piloté par la délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la DER/FJ qui a déjà financé 232 075 entrepreneurs pour un montant de plus de 80 milliards de francs CFA, en vue de renforcer leur insertion dans le tissu économique et permettre à beaucoup d'entre eux de retrouver pleinement leur dignité et contribuer ainsi au développement de leur pays. Aussi, le chef de l'État est revenu sur les conséquences de la guerre en Ukraine, des conséquences marquées par une flambée des prix des denrées, mais l'État, pour soulager les ménages, a dégagé des ressources budgétaires internes exceptionnelles. Nous réécoutons le chef de l'État. Alors que nous sommes encore sous la pression des effets sévères de la Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sont venues aggraver la situation de nos économies qui se trouvent dans une conjoncture défavorable. La flambée des prix, notamment des denrées de première nécessité, est déjà une réalité et les risques de pénurie sont très élevés. Cette flambée réduit considérablement le pouvoir d'achat des populations. C'est une grande préoccupation. Mais ma volonté de mettre en place un système de protection sociale viable pour les populations sénégalaises demeure inébranlable. Et pour stabiliser les prix et rendre accessibles les produits, l'État a engagé des ressources budgétaires internes exceptionnelles, 627 milliards pour cette année, pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages par les subventions de l'énergie pour 350 milliards de francs CFA, les subventions sur les prix des denrées de consommation courante qui concernent le riz, l'huile, le sucre, le blé, à hauteur de 157 milliards et bien entendu des revalorisations salariales générales dans la fonction publique pour 120 milliards de francs CFA. On le voit, c'est un effort jamais égalé. Le chef de l'État tout à l'heure, lors du lancement des opérations cash transfert, des propos recueillis par Ousmane Beng et Dominique Kama. Plus de 100 000 ménages sont dans une situation de crise alimentaire dans les départements de Matam et de Ranérou. C'est ce qui ressort du comité régional de développement sur la sécurité alimentaire dans la région de Matam. Et selon le gouverneur, des solutions structurelles doivent être trouvées pour résoudre ce problème. Un CRD s'est tenu donc pour la restitution de l'enquête, nous dit Alioune Tall. Matam et Ranérou sont les deux départements classés dans la zone de crise alimentaire. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par le secrétariat exécutif national à la sécurité alimentaire. Selon son secrétaire exécutif, plus de 100 000 personnes vivent dans l'état d'insécurité alimentaire dans la région de Matam, notamment dans les départements de Matam et Ranérou. Jean-Pierre Senghor. Aujourd'hui, en phase courante, Matam est à 87 000, Ranérou est à 15 000. Donc ce sont les deux départements. Si vous prenez ces 87 000 de Matam département et 15 000 de Ranérou département, vous le rapportez la proportion, disons, à la population, vous dépassez 20%, ce qui a fait qu'on a déclassé, on a mis en crise. C'est uniquement ça, voilà. Il y a des zones où on a plus de monde en crise, beaucoup plus de monde en crise que Matam, mais du fait de la taille de la population, le pourcentage de 20% n'étant pas atteint, le département n'est pas classé en crise. Cependant, les différents acteurs de la région de Matam proposent des solutions structurelles. Mohamed Mokhtar Wade, gouverneur de la région de Matam. C'est moins une réponse conjoncturelle qu'une réponse structurelle. C'est-à-dire qu'il faudra, comme on dit, attaquer le mal donc à la racine. Et pour cela, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de pousser une fois de plus encore la production au niveau de la région de Matam. Voilà pourquoi nous faisons le plaidoyer. Les autorités administratives de Matam souhaitent aussi à l'avenir d'intégrer dans les critères l'apport du transfert des ressortissants de la région de Matam. Alioune Tall, Matam, Radio Sénégal.
Merci à vous, Aline Talé. Puis c'était sur nos antennes. C'était le week-end des populations de la localité de Mako dans la région de Kédougou qui avaient battu le macadam pour réclamer l'électrification de leur village. Eh bien, depuis dimanche, le PUDC a dépêché des camions avec des matériaux de construction et des poteaux électriques, constate Aline Badara Djemé. Qui ne risque rien n'aura rien, une assertion que semblent murmurer les jeunes de Mako. Leur initiative de barrer la RN7 a produit l'effet escompté. Des camions du PUDC acheminent depuis dimanche matin des matériaux de construction et des poteaux électriques. Ibrahima Diallo, le président de la jeunesse de Mako. Hier matin, nous avons reçu un camion de béton et le soir, nous avons aussi réceptionné 4 camions qui ont déposé les poteaux. Ce matin, nous avons reçu un autre camion qui a amené le ciment. Malheureusement, il est parti sur Kédougou pour tester des gens qui vont descendre ça. Une imminence, certes saluée par la jeunesse, mais loin de les convaincre à baisser la garde. Un comité de suivi des travaux a été mis en place. Pour le moment, nous avons l'espoir. Mais ce qui est sûr, il y a déjà un comité de suivi qui a été mis en place. Donc, nous allons suivre à l'aide les travaux, voir si c'est à l'avancement et aussi prendre en compte ces 10 jours qui ont été promis. Nous ne serons pas bernés cette fois-ci parce que nous allons suivre les choses à la lettre. L'édile de Tomboronkoto, qui a vu sa demeure vandalisée par des jeunes, semble ne pas les en vouloir. Il a plutôt déploré des lenteurs qui les exposent à la furie de la jeunesse. Fallait Camara. Le barrage a accéléré les choses. C'est vrai, s'il y a les deux parties, mais c'est en réalité, le barrage aussi a accéléré les choses. Parce que la veille, j'étais entré en contact avec quelques responsables du TIDC, mais je n'ai pas une réponse claire. C'est comme si on ne transmet pas les doléances des populations. Ce programme d'urgence de développement communautaire. Moi, je pense que tout ce dont on n'a pas les moyens de réaliser, ce n'est pas la peine de les mettre sur chantier. Il faut rappeler que ces jeunes avaient mené toutes les démarches possibles avant de passer à la vitesse supérieure. À Kédougou pour la RTS, Aline Badara Djemé. La bonne info, c'est Radio Sénégal. À 13h12, le rôle des sapeurs-pompiers dans la lutte contre les catastrophes et les pandémies, c'est le thème de la journée nationale des sapeurs-pompiers prévue jeudi. Plusieurs manifestations vont marquer l'événement à Dakar et dans les régions. En perspective de cette journée dédiée aux soldats du feu, la rédaction démarre une série de reportages consacrés à ce corps. Et pour ce premier numéro, focus sur la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba, une compagnie créée sous le califat de Serigne Saliou Mbacké. Elle a effectué en 2021 plus de 2000 sorties. Notre reporter Abdoulaye Bani a fait un tour et voici son reportage. Encore un accident de la circulation. Nous avez alerté pour un feu de bus sur le trou de la Touba, entre Touba et Diourbel. Des appels pour un tel motif, le lieutenant Modoutine en reçoit beaucoup, mais ce n'est pas tout. Accident corporel, incendie, feu de bois de charbon, la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba ne chôme pas du tout. Elle intervient plus que Diourbel et Bambey combinés. Pour l'année 2021, on a eu à effectuer 2040 sorties. Répartis comme suit. Pour les 229, ce sont des incendies. Les 1372, ce sont des secours à victimes. Assistance à personne, on a effectué 170. Et d'autres opérations diverses, 269. L'ensemble cumulé, ça fait 2040 sorties. D'abord caserne, puis compagnie de secours et d'incendie sous le califat de Serigne Saliou. La 23e du genre compte 96 hommes, aucune femme dans l'effectif. La raison ? Non seulement ici, on n'a pas de logement de filles par rapport à cela. Et puis, vous voyez, comme Touba aussi, c'est pas facile aussi pour en parler de ça. Mais en tout cas, ici, on n'a pas de filles. Je n'ai pas dit qu'une fille ne peut pas travailler ici, mais ce sera difficile qu'une fille porte une tenue ici. À ces ressources humaines s'ajoutent des moyens logistiques. 2 fourgons, c'est-à-dire que c'est les véhicules pour les feux. On a un véhicule de secours routier, 2 ambulances, sans compter l'ambulance Touba de Kanam qui nous ont offert, qui est ici. 2 véhicules de service, véhicules d'intervention léger, VL. Sur une armoire dans le bureau du lieutenant-in, une chose attire notre attention. 3 coupes sont exposées. La plus grande attire le regard de son jeune or. Le grand trophée, le championnat qu'on a vu au niveau du groupement d'incendie et secours numéro 2, c'est-à-dire la compagnie de Thiès, de Diourbel et de Mbour. Et leur centre aussi, c'est la 23e compagnie d'incendie et secours qui a remporté ça. Ça veut dire que vous avez de bons joueurs, hein? Bon, exactement, je ne dirais pas non, hein. On se débrouille quand même en bon militaire. Le sport pour se détendre, mais pour se maintenir face à tant d'interventions, il n'y a pas mieux. Abdoulaye Ban, Touba,
RTS. À toi donc, Abdoulaye Ban, on prépare cette journée dédiée aux sapeurs-pompiers au programme de l'événement, des journées de démonstration sur, par exemple, comment utiliser un extincteur, mais aussi une sensibilisation sur l'alerte. Le lieutenant Moudou-Tine, interrogé par Abdoulaye Ban. On est dans la préparation de la journée des forces, de la journée des sapeurs-pompiers qui est prévue du 12 au 14 mai. La journée porte ouverte, ça sera le 14 mai. Mais la journée du 12 mai, on va faire une descente au niveau du marché d'abord, du marché Ocas de Touba et du marché central de Mbaké aussi, pour des petits exercices et des sensibilisations. Essayer de sensibiliser la population aussi. Par exemple, il y a des éléments qui ont des extincteurs qui sont au niveau du marché. Ils ne parviennent pas à utiliser. Comment utiliser ces extincteurs? On va faire ces genres d'exercices. Essayer de sensibiliser la population aussi. Comment alerter les pompiers ou bien quand est-ce qu'ils peuvent basculer sur quel tel numéro s'ils ne parviennent pas à joindre les sapeurs-pompiers sur le numéro 18. La journée du 13 également, on va faire un exercice au niveau de la gare routière de Touba. Voilà. C'est comme aussi, les chauffeurs, vous savez que c'est eux, d'habitude, qui rencontrent le plus souvent ces accidents. Et puis des fois, c'est eux les premiers témoins. Voilà. Des fois, ils ont besoin d'un instrument pour pouvoir faire une collaboration étroite avec les sapeurs. Également, la journée du 14, on appelle tout le monde ici pour venir assister à cette journée. Il y aura des exercices, il y aura une sensibilisation, surtout en ce qui concerne la ligne 18. Parfois, certains vous disent que les appels ne parviennent pas à joindre, sur quel numéro peuvent basculer, ou bien peut-être au moment où l'autre a besoin de la ligne 18, l'autre est en train de jouer avec la ligne 18. Tout ça, c'est des problèmes qu'on rencontre ici. En tout cas, on veut sensibiliser la population de telle sorte qu'on ne dit pas qu'il n'y aura plus de problèmes, mais on va diminuer les problèmes. Voilà le lieutenant Moudou-Tine de la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba. Un mot du Covid-19. Selon le bulletin du jour du ministère de la Santé, sur 730 tests réalisés, 3 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas communautaires. 2 patients testés négatifs ont été déclarés guéris, 0 cas grave, 0 décès. Et actuellement, ils sont 12 malades sous traitement sur l'ensemble du pays. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité dans le reste du monde, une course contre la montre est engagée au Burkina Faso pour retrouver vivants 8 mineurs coincés depuis 20 jours à plusieurs centaines de mètres sous terre dans une mine de zinc. Ils sont portés disparus à la suite d'une inondation provoquée par des pluies diluviennes. En République démocratique du Congo, le bilan de l'attaque rebelle en Ituri contre une mine d'or revu à la hausse. Il passe ce bilan de 35 à 50 tués. Isolés dans une brousse à plusieurs kilomètres des positions militaires, cette mine d'or échappe au contrôle des services étatiques. Des activités minières y sont effectuées en toute illégalité. Et puis, levée de bouclier au Zimbabwe après la décision du président Emerson demandant aux banques de suspendre leurs activités de crédit. Une décision prise dans le cadre d'un plan de redressement du pays miné par une inflation galopante nourrie par la guerre en Ukraine et l'envolée des prix des matières premières. Les détracteurs de cette mesure ont souligné que cela va favoriser le développement d'un système bancaire parallèle. Radio Sénégal, les sports. Les sports en compagnie de Arono Diouf, bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi. Jeux olympiques des malentendants au Brésil, le Sénégal face à l'Allemagne cet après-midi à 17h pour une place en demi-finale. Oui, Sénégal-Allemagne, donc un adversaire, les Allemands, que le coach des Lions malentendants prend très au sérieux. Aziz Dian, joint au Brésil par téléphone par Ndaïdom Diouf. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir l'équipe de l'Allemagne jouer, mais néanmoins on a eu la chance peut-être d'avoir une vidéo contre les États-Unis qu'ils ont vraiment aussi battu par 4 buts à 1. On a vu que vraiment que les Américains les avaient aussi créés durant la première partie des difficultés. Voilà, maintenant peut-être c'est sur le plan physique que les Américains ont pêché en deuxième mi-temps et ensuite on a vu que ils ont montré peut-être une très faible morale lorsqu'ils ont pris leur premier but.
donc ça les a surpris, donc ça les a désamorcés. Mais néanmoins aussi, nous aussi, on a eu l'occasion vraiment donc de bien étudier leur jeu. Donc c'est une équipe joueuse qui ne feront pas son jeu. Bon, c'est dû peut-être à leur expérience. Pour nous, on a, d'après la séance d'entraînement d'aujourd'hui, donc nous avons essayé vraiment donc de conscientiser donc les joueurs-là pour qu'ils aient vraiment beaucoup de présence du milieu de terrain, mais aussi un tout petit peu donc de les contrer d'abord sur les couloirs. Et après, dès la récupération du ballon, donc essayer donc comme ça donc de se projeter le plus rapidement possible donc devant le but avant d'abord qu'ils se regroupent. C'est cette option-là que nous avons pris et nous comptons et nous espérons que les gosses seront présents et respecteront vraiment donc les consignes qu'on les a données. Et Inch'Allah, je pense actuellement donc on pourra vraiment donc revenir ici peut-être avec une victoire parce que les gosses n'ont peur de personne. Voilà, Aziz Dian, c'est le coach de Lyon malentendant Sénégal, Allemagne. Donc, match comptant pour les quarts de finale des Jeux Olympiques des malentendants à 17h. À la même heure également, l'Iran fait face à la France. Auparavant, à l'instant, donc, les autres affiches, Ukraine, Italie et Turquie, Pologne. Et puis chez nous, début des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. C'est demain, mercredi à 14h30 à Amadou Barry de Guédiawaye. AC Darussalam joue contre Amitié FC à 16h30, toujours à Amadou Barry. Oslo Football Academy qui reçoit Assur de Richard Toll. 14h30 à Galandou Diouf de Rufisque à Gel Rufisque face à Demba Diop à 16h30. L'autre équipe rufisquoise Teungueth FC qui reçoit AS Saloum. 14h30 à Ibrahima Boy de Guédiawaye. Espoir de Guédiawaye qui reçoit la Ligue de Saint-Louis à 16h30, toujours à Ibrahima Boy. Étoile Lusitana qui reçoit les Thiessois de Seneps Excellence à 16h à Déni Biram Ndaw. Génération Foot reçoit RS Yoff à 16h30 à Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le leader de la Ligue 1, le Casa Sport qui reçoit HLM, une équipe de National 1. Et puis à 16h30 au stade régional de Kolda, l'AS Kolda, équipe qui évolue en National 1 qui reçoit Walidan, une équipe de Ligue 2. En Europe également, on joue au foot. Voilà, et première ligue en Angleterre, match en retard. Aston Villa, Liverpool à 19h cet après-midi. Les Reds, donc, qui ont l'occasion de rattraper les Mancunians. City, justement, en déplacement demain à 19h15 à Wolverhampton. Auparavant, à 18h30, Leeds accueille Chelsea d'Edouard Mendy. Et puis, Liga 36e journée ce soir, 17h, Valence, Betis, Séville à 18h, Grenade, qui reçoit Atlético à Madrid à 19h30, le dauphin du Real, le FC Barcelone, qui reçoit Celta Vigo, le Real justement champion d'Espagne, qui reçoit jeudi prochain Levante. Et c'est tout pour cette page des sports. Ibrahim Assadi. Merci à vous, Aaron Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Le député Alioune Souaré, il vient de déposer une proposition de loi modifiant le Code général des collectivités territoriales. En outre, il veut un statut juridique pour les conseils de quartier, mais aussi l'institutionnalisation du contrôle citoyen de l'action publique territoriale. Député Alioune Souaré est interrogé par Ousmane Beng. Député Alioune Souaré, bonjour. Bonjour. Vous avez introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour demander une modification du Code général des collectivités territoriales. D'une part, vous demandez un statut juridique des conseils de quartier. Pourquoi ? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, la réalité au niveau des quartiers, il y a une forte éclosion des conseils de quartier. Une volonté manifestée par les habitants à travers leur quartier de voir comment, en tout cas, mettre en œuvre surtout cette participation citoyenne et prendre en charge les préoccupations de leur quartier. Je ne pouvais pas, en tant que législateur, rester différent de cette dynamique. C'est pourquoi nous nous sommes inspirés de ça pour dire qu'effectivement, cette dynamique citoyenne aujourd'hui qui est en train de pousser dans les quartiers, à travers les conseils de quartier, qui n'ont pratiquement pas de statut juridique, parce que c'est des organisations, c'est comme des champions. Alors, il fallait effectivement que nous, en tant que législateurs, qu'on pense effectivement initier une proposition de loi qui va instituer le conseil de quartier, leur donner un statut juridique, mais également qui va instituer ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique territoriale. Et maintenant, pour le faire, il fallait effectivement au moins revoir les dispositions de la loi 2013-10 du 28 décembre portant Code général des collectivités territoriales.
Des administrateurs de proximité, vous en parlez également. Et c'est pour faire quoi? Il faut voir que la loi vise 5 objectifs. 1, c'est de doter au conseil de quartier un statut juridique. 2, instituer ce qu'on appelle les administrateurs de proximité. Vous savez, dans les quartiers, il y a les délégués de quartier qui, naturellement, représentent la commune, qui représentent le maire et qui sont nommés par arrêté. Bon, alors maintenant, au niveau des villages également, il y a le chef de village. Bon, maintenant, il fallait qu'on trouve effectivement au moins pour mettre tout cela en symbiose. C'est-à-dire donc, d'une part, les conseils de quartier ou de village, et d'autre part, les délégués de quartier et les chefs de village. Essayer de voir comment enclencher une certaine dynamique, un cadre qui permette effectivement que chacun puisse exercer ses prérogatives sans pouvoir gêner l'autre. C'est pourquoi, effectivement, nous avons pensé qu'il fallait, effectivement, pour ce cadre-là, instituer ce qu'on appelle les administrateurs de proximité. D'autre part également, vous voulez que le contrôle citoyen de l'action publique territoriale soit institué. Quels sont vos arguments? Oui, je le disais donc. Vous savez que même ça existe déjà dans le texte qui est en cours. Mais c'est une question qui a été abordée de manière très évasive. Bon, alors avec beaucoup de contraintes, parce que pour pouvoir exercer ce contrôle-là, bon, le citoyen est obligé maintenant effectivement de prendre à ses propres frais, surtout tout ce qui est information qu'il veut obtenir au niveau de la commune. Alors que je trouve qu'effectivement c'est un paradoxe parce que c'est le citoyen aujourd'hui, c'est le contribuable. C'est lui qui contribue au budget des communes, c'est lui qui contribue au budget des collectivités locales. Donc je trouve un paradoxe, ce même citoyen, quand il a besoin d'avoir des informations, bon, qu'il soit assujetti effectivement à des frais pour prendre en charge la quête de ces informations. Donc c'est pourquoi effectivement nous avons pensé que, bon, il fallait effectivement surtout enlever certaines lourdeurs, mais également renforcer ce contrôle citoyen, parce que je crois que le contrôle citoyen ne doit pas se limiter simplement à les citoyens au moins de pouvoir accéder à l'information, mais également de pouvoir surtout avoir à l'œil l'utilisation de l'argent public, c'est-à-dire l'argent qu'il contribue au niveau du budget, et puisse avoir l'œil, puisse être informé comment effectivement leurs ressources sont utilisées, pour permettre en tout cas une amélioration de leurs conditions au niveau de leur cas. Il y a également, au niveau des objectifs également, on tient surtout à favoriser le dialogue citoyen à travers les quartiers. Vous savez, souvent, la difficulté chez nous, il y a un déficit de communication et que nous avons pensé qu'il était normal d'instituer dans les quartiers ce qu'on appelle le forum du débat public. Donc, voilà un peu effectivement les 5 objectifs qui sous-tendent en tout cas cette proposition de loi qui répond juste exactement à une volonté surtout de donner beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de renforcer cette dynamique citoyenne aujourd'hui qui est en train de se manifester un peu partout dans les quartiers et les villages. Aliou Souaré, merci. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Édition mise en onde par Medoun Fall, assisté de Jérôme Habib Diouf, Aïda Diop Demba Thioro à la technique, à la distribution Modou Diop, fabrication Amadou Ndiaye, réalisation d'Ayara Mbaye, coordination d'Emma Malik Mbodj. L'info continue sur Radio Sénégal. Merci.